et bienvenue à cette session où on va vous parler de bonnes pratiques d'infrastructure as code, de bonnes pratiques de cloud, de bonnes pratiques de GitOps, mais surtout comment partir d'un projet qui fait rien du tout à un projet qui fait tout ça en quelques clics. C'est notre objectif aujourd'hui. Je serai accompagné de Julien pour cette session. Salut Julien. Salut Christopher, donc je suis Julien Dubois, je bosse chez Microsoft, je suis dans l'équipe des développeurs advocates pour Java, donc je suis un javaïste. Et Christopher, qui es-tu? Donc je suis aussi un développeur advocate dans la même équipe que Julien. C'est Moi je suis même plutôt .NET. On n'a pas fait exprès de se synchro sur les t-shirts. Je suis plutôt dev .NET. Je me suis occupé beaucoup de startups et à présent je suis côté data et AI. Alors Julien, toi et moi ça fait un petit moment qu'on fait du dev. Et franchement, c'était mieux avant. Hein. Je ne sais pas si tu te rappelles l'époque. Moi, je suis plus vieux. Tu as des cheveux blancs, c'est encore pire. À l'époque, mettre un site en prod, c'était facile. Hein. Un petit fichier PHP, on faisait un drag and drop dans FileZilla, pouf, on était au sommet de notre art. Si en plus on faisait des backups en zip avant une mise en prod pour pouvoir faire un rollback, on était au top. Attends, parce que donc, moi je suis plus vieux, j'ai même vécu mieux que ça. On allait en telnet sur la prod, c'était du Perl, donc on éditait en VI le fichier, on sauvegardait, et puis on était en prod. Et ça marchait très bien, et c'était un système auquel je pense, c'était un truc de tiers payant. Il y a 20% d'entre vous qui devaient être dessus, donc les données de santé, les paiements passaient par là. Ça marchait très bien. C'est vraiment. Et on déployait avec Telnet. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, dès qu'on cherche à déployer une application en production, en respectant un petit peu les standards, les archis qu'on a aujourd'hui, on a de la CI/CD, on a peut-être un Kubernetes, on a des règles de sécurité à mettre en place, il faut absolument mettre du monitoring. On a énormément de choses à faire pour être dans les standards du marché. Notre petit htaccess et fichier PHP, ça fait bien longtemps qu'il est plus là. On a une complexité qui s'est créée, même pour des petits projets d'un point de vue métier. Des choses qui n'ont pas une complexité énorme, qui n'ont pas une volumétrie non plus conséquente. Souvent, on est obligé de passer par beaucoup d'étapes pour faire les choses dans les normes d'aujourd'hui. Ouais, c'est pour la bonne cause. Hein. C'est pour la bonne cause. Justement, on arrête de déployer n'importe comment, on versionne, on fait du code scanning pour voir si vous n'avez pas laissé des secrets ou si vous n'avez pas des vieilles librairies. Voilà, c'est pour la bonne cause. Maintenant, les pratiques en 20 ans ont évolué. Et ce qui fait que même sur un petit projet, enfin, quelle que soit la taille du projet, on a aujourd'hui une complexité de mise en place. Voilà, ça coupe. Ouais. Une complexité de mise en place qui est décuplée. Alors que ce soit toi ou moi, en tant que dev, quel que soit notre stack technique, ce qu'on veut, c'est qu'on part de notre code qui est dans Git. Ça, c'est à peu près devenu un standard pour tous les devs. Et en fait, ce qu'on veut, c'est passer en prod, avoir notre appli qui est hébergée. Et si on est juste dev, tout ce qui est au milieu, on n'a pas besoin. Si on commence un projet, on n'a peut-être pas au début du projet un DevOps, une SRE qui est là pour nous aider. Et bien souvent, quand ces profils-là arrivent sur le projet au bout de 2 ou 3 ans, il y a beaucoup de choses à faire au début, parce que c'est les devs qui sont occupés de l'Ops, donc ils ont fait avec leurs connaissances. Et donc, comment on fait pour faire ce chemin-là quand on n'a soit pas le temps, soit pas les connaissances, mais le faire bien pour que quand on aura plus tard le temps, les connaissances ou le besoin, parce que on est une start-up, on vient de faire une levée de fonds et on va avoir beaucoup d'utilisateurs d'un coup, donc là il va falloir scaler, il va falloir faire les choses bien. Comment on fait pour supporter ce chemin-là dans la vie du projet? Donc aujourd'hui notre présentation elle sera en 2 parties. La première partie c'est vous présenter ce que l'on considère nous comme étant un peu la base que devraient avoir tous les projets. Ça sera une partie plutôt théorique et du coup applicable quel que soit votre environnement, y compris si vous n'êtes pas sur le cloud de Microsoft, et y compris si vous faites autre chose que du Java ou du .NET. Et puis dans la deuxième partie de la présentation, on fera une démo, on vous présentera Nubgen, qui est un outil open source qu'on a développé pour essayer de vous aider justement de passer de juste votre code à une infra qui est en production avec les bonnes pratiques, avec l'infra as code et avec du GitOps, même si vous n'utilisez pas de Kubernetes. En quelques clics. Alors on va commencer par vous parler de ce qu'on considère être un petit peu la base de tous les projets. C'est 3 éléments pour nous
en termes d'infra et de déploiement. La première, alors peut-être parce qu'on travaille dans un certain endroit, mais aujourd'hui, quand on parle de projets, nous, on parle de projets qui sont hostés sur le cloud. Je sais que tout le monde n'est pas sur le cloud. Pour plein de raisons, il y a des gens qui sont encore on-prem. Il y a des moyens de faire des choses. Ça ne sera pas le sujet de la présentation, mais on est là si vous avez cette situation-là pour répondre à vos questions après. Mais c'est connaître et implémenter les bonnes pratiques du cloud. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a des gens qui, soit par choix, l'équipe de dev, soit au projet, soit par choix, soit par contrainte, le groupe, la DSI du groupe vous a dit votre projet, vous l'hébergerez sur le cloud et puis ça sera ce cloud-là. Vous n'avez rien à dire. Je ne sais pas si ça parle à certaines personnes ici. Mais il faut connaître les bonnes pratiques. Ce qu'on s'aperçoit souvent, c'est que les équipes de dev de projets, elles commencent à migrer leurs projets sur un cloud. Et puis, au bout d'un an, 2 ans, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été faites. Et quand on commence à avoir des problématiques de sécurité, des problématiques de FinOps, des problématiques d'opération, parce qu'on est passé de juste un environnement de dev à 5 environnements déployés sur plusieurs régions, etc. Et là, on commence à avoir beaucoup plus de ressources à gérer. Il y a des choses qu'on n'a pas fait à l'étape 1, parce qu'on ne s'y connaissait pas, et qui nous posent problème bien plus tard. Et on a une espèce de travail de refacto sur l'infra à faire pour pouvoir assurer les opérations. La deuxième chose, c'est d'écrire son infrastructure avec du code. On ne va pas dans les portails des différents clouds pour créer nos ressources. On n'utilise pas les lignes de commande pour créer des ressources, même si on fait des scripts. Le problème des scripts, vous le savez probablement aussi bien que nous, c'est que tout ce qui est CLI pour les clouds, en fait, ça donne un ordre. Ça ne décrit pas l'état attendu. Et donc, du coup, quand on veut rejouer ces scripts sur l'infrastructure ou quand on veut voir s'il y a une divergence entre ce qui est déployé et ce qu'on a dans les scripts, si on utilise les CLI, on ne peut pas le voir. Alors qu'en utilisant des outils d'infrastructure as code comme Terraform, multi-cloud, si on est propre à Azure, on a 2 langages, ARM et Bicep, mais en fait on décrit ce que l'on veut et puis on dit juste au cloud, je veux qu'il y ait ça. Si ça existe déjà, tu fais rien. Si ça n'existe pas déjà, tu fais les modifs ou les créations de ressources qui vont bien. Et ça, c'est du travail. Vous le savez, qui fait ici de l'infra as code déjà? Très bien. Qui fait du Terraform? C'est quasiment les mêmes. On est d'accord. Donc vous pouvez rester, on va avoir du Terraform tout à l'heure. Et la dernière partie, c'est GitOps. C'est utiliser du Git pour sauvegarder tout ça, versionner tout ça, et les workflows de Git pour assurer son déploiement. Alors, je propose de rentrer dans le détail de ces parties. La première chose, les bonnes pratiques du cloud. Alors, ce n'est pas spécifique à Azure, mais en tout cas sur Azure, c'est top. On a plein de documents. Donc, quand vous démarrez, vous allez lire la documentation. Alors, on a des documents pour la security, donc security checklist, il faut la suivre. Des conventions de nommage, donc c'est bien pour chaque type de ressource, des conventions de nommage différentes, c'est formidable. On a des conventions aussi pour taguer les ressources. Donc si vous voulez faire tout ça, c'est passionnant, vous pouvez passer quelques jours à lire de la documentation sympathique. Et le pire, c'est que si vous ne le faites pas, bien souvent, notre configuration par défaut n'est pas parfaite, parce qu'il y a l'historique, parce qu'il y a des contraintes différentes. Et en gros, il faut le faire, et ça prend un temps non négligeable. Je pose ça, on va parler après, comment est-ce qu'on résout ce problème. Ensuite, il y a l'infra as code. On vous disait, tout doit passer par de l'infra as code. Alors, une fois que vous avez choisi votre outil d'infra as code, j'ai cité Terraform, il y en a plein d'autres, Pulumi, etc. On apprend un peu le langage, l'outil, puis on commence à décrire toute son infrastructure. Donc, je veux un stockage de fichiers, un conteneur pour faire l'appli web, une base de données Postgre, etc. Et tout ça, on a un beau fichier Terraform. Ça, c'est bien, on a fait la première étape. Ensuite, on s'aperçoit que ça ne grossit pas, ce gros fichier Terraform, on n'arrive pas à bosser dessus, donc on va créer des modules. Donc on prend du temps à refactorer tout ça pour avoir quelque chose qui est plus propre, pour avoir quelque chose aussi qui est réutilisable en fonction des différents environnements. On ne va pas copier notre fichier Terraform et avoir tout en double ou en triple pour les environnements. Justement, une fois qu'on a créé ces modules, il faut les adapter pour les différents environnements. Donc peut-être qu'on a des choses qui sont en dur dans les modules, il faut les extraire en variables et tout ça. Il faut supporter la composabilité. Parce que déployer le Terraform, déployer l'infrastructure, c'est une partie de livrer notre application. Derrière, il va falloir déployer les schémas de migration de base de données, il va falloir déployer notre code, qu'il aura fallu builder en amont.
Et on va peut-être devoir enchaîner ces étapes-là. Donc le Terraform va nous dire voilà l'adresse, voilà l'URL, le FQDN de la base de données Postgre, pour le passer à l'outil de migration de schéma qui va lui-même se connecter à cette base de données pour mettre à jour notre base. On documente tout ça, bien évidemment, parce qu'on n'est pas les seuls à travailler sur le projet. Et puis on va aussi décrire la manière dont on build, dont on teste et dont on déploie notre application, donc nos workflows de CI/CD, là aussi par code, de manière à ce que, par exemple, si on doit changer une étape de build, ça puisse se faire une fois pour toutes et tout le monde va bénéficier de ces changements-là. Alors ça c'est super, mais tu comptes mes 2-3 jours de LLADoc plus tes, je sais pas combien, 2 semaines pour faire ça. Moi je voulais juste déployer un site web. Je sens déjà que c'est bonne pratique. Et ça prend plus de temps qu'installer FileZilla. Ça va être compliqué quand même. Je te l'accorde. Dernière étape, GitOps. La philosophie de GitOps, au final, elle est assez simple. Il y a eu une conférence ce matin sur GitOps. Est-ce qu'il y en a qui y étaient à celle de ce matin? Ah, intéressant. Donc pour ceux qui n'y étaient pas, en 2 mots, parce que j'ai 2-3 divergences avec ce qui a été dit ce matin, mais l'essentiel est là. L'essentiel, c'est que si on doit toucher à l'infrastructure, on ne se connecte pas ni au portail, ni en SSH à la machine, ni quoi que ce soit. On écrit du code. Ce code, il est commité dans un repository Git, ou plusieurs, pour ceux qui étaient là ce matin. Ensuite, il est éventuellement relu par l'équipe via le système de pull request, de merge request, etc., qui est inclus dans l'outil de Git que vous utilisez. Et ensuite, c'est ce code-là qui est utilisé pour agir sur l'infrastructure. Donc on ne fait plus de choses à la main. Il y a une partie technique, il y a une grosse partie organisation et habitude. Des gens qui, depuis 20 ans, ont l'habitude de se connecter à VMware pour créer une machine, qui ont l'habitude de se connecter à une base de données pour rajouter un storage en plus sur la base parce que la base a grossi, ce genre de choses. Mais ça, on ne le fait plus. On écrit le code qui correspond à ça. Mais là aussi, c'est du travail. C'est du travail parce qu'il faut déjà avoir écrit tout le code, etc. avant. C'est un changement d'habitude. C'est aussi peut-être des fois couper des accès. Tu parlais de Telnet tout à l'heure et tu me racontais ce midi que quand tu es arrivé dans une grande entreprise, alors que tu étais stagiaire ou jeune employé. C'est Telnet comme mon exemple de tout à l'heure, mais j'en avais 2. Voilà. Et oui, j'étais arrivé dans une banque. Stagiaire, donc je découvre, je vois un mec qui est sur AX, donc ça m'impressionne. Première chose qu'il fait, il me crée un compte, il fait Schmod 777. Je me dis, c'est plus simple comme ça, on n'est pas embêté. Ça m'a rassuré sur mes compétences. Je me suis dit, c'est bon, je vais y arriver. Voilà. Mais du coup, ça, il faudra peut-être enlever des droits à des gens parce qu'il ne faut pas qu'ils prennent l'habitude de faire ça. Sinon, on a un autre problème qui est la configuration de Drift. Mais je ne vais pas en parler là. Après, il y a plein de choses à dire sur GitOps et la conférence de ce matin, du coup, que vous pourrez voir en ligne, détaille ça. Mais globalement, l'idée, c'est ça. Je vais juste ajouter, pour ceux qui étaient là ce matin, 2 petites choses. Nous, ce qu'on va vous montrer, c'est pas du pull, c'est du push pour la méthode de déploiement. Et l'autre chose, on ne va pas du tout vous montrer de Kubernetes. Parce qu'on peut faire des choses dans ce monde sans avoir besoin de Kubernetes. On aurait pu, mais là, ce qu'on va vous montrer, c'est sans Kubernetes. Donc, on peut faire du GitOps même si on n'a pas du Kubernetes. C'est le message que je voulais passer. Donc oui, ça fait beaucoup de choses quand même à faire, à apprendre, alors que votre objectif principal, quand on se positionne comme ça sur le projet, c'est être en production. Alors, tout à l'heure, c'était je sauvegarde mon fichier, je suis en prod. Maintenant, c'est qu'un git push. On est quand même forcé de passer par Git. Mais là, l'idée, c'est que moi, je suis développeur Java. Je débute. Alors, je débute. Ou même si je débute pas, j'ai pas envie de m'embêter. J'ai envie d'aller en prod rapidement. J'ai pas envie de me taper les 3 semaines qu'a décrit Christopher. Surtout que, je vais dire même dans les clients. Alors, ça dépend quel client on a, mais dans le gros des clients, typiquement en start-up chez nous, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent une appli web. Alors moi, ça va être Java, mais après, il y a des gens qui font du JavaScript ou n'importe quoi. Ils veulent une base de données, ils veulent quoi? Ils veulent la sécurité avec Key Vault, ils veulent du monitoring avec App Insight. J'allais dire, ils ont tous, 10 services qu'ils utilisent. Et encore, je suis même un peu loin. Il y a des gens qui n'ont pas de monitoring. Mais le besoin de beaucoup de nos clients, ils sont quand même relativement simples. C'est quelque chose qu'on peut quand même prévoir à l'avance. Et là, c'est l'idée qu'on a eu avec cet outil qui s'appelle NubeGen, d'automatiser avec une API le type de besoin de manière à ce que
Donc vous avez un besoin simple ou vous voulez juste aller vite, on vous génère pour vous. Après, on reste avec une méthodologie GitOps et avec du Terraform. Donc, votre besoin évolue, ou vous avez des besoins particuliers où vous êtes compétent, ben, c'est facile, vous l'éditez et vous continuez, mais on vous a déjà tout mis en place pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence la démo tout de suite? Ouais, on va commencer la démo. Donc, Nubegen, c'est un projet open source que vous pouvez retrouver sur github.com/nubegen /Microsoft/Nubegen. Si l'écran veut bien, je ne sais pas où je suis. C'est un double écran. C'est un double écran, mais c'est formidable un double écran. Ok. Je te laisse combler. Je ne l'ai pas dit, vous aurez accès aux slides et à tous les liens juste après la conférence. Il y a un QR code qui sera affiché avec l'adresse, donc vous pouvez récupérer tout ça. Donc l'idée de Nubegen, c'est quoi? C'est un projet open source qui est en fait un générateur de code Terraform et de GitHub Action. On est en train aujourd'hui d'implémenter le support pour d'autres langages que Terraform et on implémentera après peut-être le support de d'autres outils de CI/CD au-delà de GitHub Action. Mais l'idée c'est ça en fait. L'idée c'est qu'on a pris toutes les bonnes pratiques que l'on connaît nous en tant qu'ingénieur Microsoft, toute notre expérience. Julien parlait tout à l'heure des fois des settings par défaut sur les clouds qui sont pas tout à fait les meilleurs. Je prends un exemple. On a un service qui s'appelle Azure App Service qui permet tout simplement d'héberger une application web sur Azure sans s'occuper de rien. Je pense qu'il faut que tu kills. Non, c'est bon. Non, parce que je suis migré aussi sur Monterey, donc je ne connaissais pas les raccourcis. Oui. C'est formidable. Et donc le settings par défaut, par exemple, quand vous créez un app service dans le portail, ça autorise le HTTP. Donc on peut accéder à votre site via HTTP, il n'y a pas de redirection automatique vers le HTTPS, alors qu'on vous fournit automatiquement un certificat HTTPS sans rien faire. Mais ça, c'est probablement un settings que vous allez voir désactiver. Aujourd'hui, en général, il y a très très peu de sites qui ont le besoin réel d'être accessible en entier en HTTP sans qu'on redirige de suite en HTTPS. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on fournit dans Nubegen. Sans que vous ayez lire la documentation, écrire votre code Terraform, comprendre qu'il y a des options des fois qui ne sont pas les plus judicieuses pour commencer, et remodifier votre code Terraform pour avoir quelque chose de bien. Je te remercie d'avoir comblé pendant mon dérapage, en plus en disant des choses intéressantes. Donc, je vais démarrer mes démos. Alors, moi, à côté de ça, je bosse sur un projet qui s'appelle Gipster. C'est pas important pour aujourd'hui. C'est un projet qui me génère des applications avec un front, alors ici en Angular, un back en Java. Après, sur ce qu'on va montrer, j'allais dire, on déploie une application. C'est pas le but d'aujourd'hui. Gipster a une application par défaut qui est assez populaire. Vous voyez, on est à 859 forks. C'est un truc que pas mal de gens utilisent pour faire des démos. Donc j'ai décidé de le prendre pour notre démo ici, et donc je l'ai forqué, comme n'importe qui. Donc là, je suis développeur Java, je vais vouloir travailler dessus. Donc pour ça, je vais l'ouvrir. Je vais faire du code species parce qu'on est chez GitHub. Donc, code species, c'est un environnement en ligne qui va se créer automatiquement, sur lequel je vais pouvoir travailler. Et en tant que développeur, je suis content. Voilà, je vais pouvoir éditer mes fichiers, changer mon code Java, changer mon front. On a une base de données, on a un PostgreSQL, donc je vais pouvoir changer je sais pas, mes scripts SQL pour rajouter une table. J'invente. En tout cas, je vais pouvoir travailler en tant que développeur, ça c'est super. Mon vrai problème, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que je vais vouloir partir en prod. Ah oui, alors, attendez, il se set up automatiquement, il a vu que c'était du Java, Visual Studio Code, Code Species, c'est un Visual Studio Code dans le navigateur. Il a vu que j'avais besoin de Java, donc il me l'installe. Moi, ce que j'aime beaucoup sur l'extension pack for Java, c'est que c'est Microsoft qui l'a fait, que Microsoft fait du Java. C'est mon bonheur personnel. On a atteint le million de développeurs mensuels le mois dernier. Donc on a plus d'1 million de personnes qui utilisent ça pour développer en Java. Et on fait ça avec Red Hat, c'est pas que Microsoft. Mais bon, c'est quand même notable. Même si je sais, je fais une parenthèse qui n'a rien à voir avec le sujet. Bref, je suis développeur Java, vous voyez tout ce qu'il faut pour travailler, je voudrais déployer dans le cloud, et pour ça, je vais regarder ce que me propose Nubegen. Donc Nubegen, c'est une appli qui est ici, qui est en ligne, et qui va me proposer un formulaire assez simple pour déployer. Donc j'ai un nom de projet. Alors, le nom de projet, tout à l'heure on parlait des conventions de nommage, etc. Là, c'est le nom que vous voulez, les conventions de nommage, on va s'en occuper pour vous. Donc j'ai tendance à l'appeler le nom de la conférence, on va faire DevOps, puis avec un nombre un peu aléatoire.
Le petit problème là, c'est qu'il faut un nom qui veut dire quelque chose, mais comme c'est commun, par exemple le nom de la base de données va être commun dans tout Azure, si vous l'appelez, je sais pas quoi, base de dev, vous n'êtes peut-être pas le seul. Donc je mets généralement un petit truc aléatoire. Et voilà. Et puis je voulais déployer sur Marseille, parce qu'on a data center à Marseille, mais en fait on m'a dit qu'il fallait mieux pas le faire. Donc je vais pas le faire. Mais c'est dommage, on est à Marseille, on a un data center à Marseille, je trouvais ça plus sympa. Mais on a des petites limites en tant que développeur advocate, on nous pousse sur les régions où il y a moins de clients. Donc on a des petites limites, donc je vais déployer ça aux Pays-Bas. Donc mon appli, c'est une application Spring Boot Java. Là, si tu peux juste revoir, qui est déjà allé dans le portail Azure? Ah oui. Ouais, quelques-uns. Ah oui. Bon, je ne sais pas si vous êtes allé dans créer une nouvelle ressource, mais là, c'est après à ce moment-là où on se prend une vague parce qu'on a 4000 icônes et on ne comprend rien à ce qu'on doit créer. Ah non, c'est même avant, c'est avant. Avant, il faut créer un ressource group. Alors, la première question, c'est quoi un ressource group? Pourquoi je fais ça? Là, ce qu'on a fait dans Nubgen, c'est qu'on ne vous offre pas tous les services Azure. Il y en a plus de 300. On a sélectionné les services qu'on trouvait les plus communs. Et dans ces services, on a sélectionné des options les plus communes. C'est pareil, les tailles de VM, on a 200 et quelques tailles de virtual machines différentes. Donc là, on a fait un choix. Bien évidemment, comme derrière, on génère du Terraform, vous pouvez, dans le fichier Terraform, écrire ce que vous voulez. Et donc, vous avez accès à tout. Mais l'idée ici, c'est de simplifier l'expérience. Et là, cette petite liste, là, tu as choisi Spring Boot Java avec Maven, mais vous voyez qu'on supporte d'autres langages qui sont supportés nativement par les services web app. Et puis sinon, on fait tourner un conteneur Docker. Donc, si vous avez du Ruby, par exemple, qu'on ne supporte pas du Perl, tu as encore du Perl, vous pouvez le faire via le conteneur Docker. Et en fait, ça ne va pas seulement changer le type de hosting, on le verra tout à l'heure, mais ça va aussi changer un certain nombre de paramètres ailleurs, notamment dans la base de données, pour, par exemple, sur Spring Boot, connecter automatiquement, mettre les bonnes variables d'environnement, parce qu'on utilise un ORM dans Spring Boot qu'on connaît, et donc on va changer le nom, on ne mettra pas juste database underscore adresse, mais on mettra le nom de la variable d'environnement qui correspond à Spring Boot pour démarrer automatiquement. Et on fait ça dans les différents langages. Je propose de continuer. Donc, je prends Spring Boot parce que voilà, il y a un meilleur support de Java parce que je fais du Java, oui. Ah, est-ce que je peux zoomer? Attendez, oui. On a vu que les écrans étaient petits et en plus j'avais dit que j'allais le faire et je l'avais oublié. Est-ce que vous voyez bien? Attendez, c'est bon, même au fond? Comme ça va, je pense. Oui, je vois des pouces levés. Bon, c'est que ça doit aller. Donc, une API web simplifiée. Donc là, on a mis 3/3. Après, à nouveau, c'est Terraform, vous avez accès à tout derrière. Hein, y a aucune, c'est simplifié, mais pas simpliste. Comme je veux que ma démo soit rapide, je prends le plus balèze. Hein. On avait une base de données qui était PostgreSQL. PostgreSQL, là pour le coup, pour 5 tables, c'est pas la peine de s'embêter. Peut-être 15, il y a plus de tables que ça sur cette appli. Et après, alors, on a mis les add-ons principaux, parce qu'en fait, on a des stats sur Azure, on sait ce qu'utilisent les gens. Bon, tout le monde veut du monitoring. D'ailleurs, le monitoring Java, on est en train de l'améliorer, ça va être super. Parenthèse. Et alors, on a quand même pas mal de gens qui font Key-Vault. J'allais dire, il faudrait qu'il y en ait plus. Key-Vault, c'est notre outil pour stocker les clés. Si vous ne faites pas ça, vos clés de base de données, elles sont en variable d'environnement, ce qui est bien, mais pas top. Hein. Votre mot de passe en variable d'environnement, ce n'est pas forcément terrible. Je trouve que Key-Vault va faire le travail bien mieux et c'est pas cher. Donc, alors, je refais le lien avec ce qu'on fait là. Je pense que beaucoup de gens ne le prennent pas parce que c'est compliqué à configurer. Et là, j'ai juste cliqué et je l'ai. On essaye aussi de faciliter l'accès à des choses qui ne sont pas toujours évidentes. Et puis, je vais cocher une petite option GitOps. En fait, sur Nubgen, à la base, on n'est qu'un générateur de code Terraform. Ah oui, alors on est en train de supporter Pulumi, Bicep, etc. Mais on a un générateur d'infrastructure as code. On a rajouté la partie GitOps qui est en gros juste de la CI/CD qui va exécuter ça. Donc là, je vais le cocher, mais vous n'êtes pas forcé de le faire. Hein. C'est une solution particulière. Et là, donc, j'ai deux options. Soit je download, c'est un zip avec tout dedans. Soit j'ai un script curl. Moi, je préfère parce que comme j'avais mon infra qui était, enfin mon IDE qui était là. Attendez, l'IDE, je vais zoomer aussi parce que alors là, c'est encore pire. En espérant que ce soit lisible. Ouais, ça va là où c'est un peu plus? Je pense qu'après, ça va être illisible. Donc, dans mon IDE, je vais exécuter mon petit curl. Et ça va générer un certain nombre de fichiers Terraform et ainsi qu'une action GitHub. Ce que je vais faire, parce que quand on va l'exécuter, ça va prendre entre 5 et 10 minutes, je vais committer, pusher ça tout de suite, et après on va discuter pour voir ce qui a été fait.
Donc en fait, je fais un git add. Attendez, je vais le faire graphiquement. Parce que je pense que vous verrez mieux graphiquement. Après, je fais déploiement. Je vais tout ajouter. Et je vais tout publier. Ouais, c'est sync. Ouais, bah, il n'est pas content pour je ne sais quoi. Faire git push. Je fais toujours en ligne de commande, moi, donc l'interface graphique, c'était pour que vous voyez mieux, mais je suis perdu avec. Donc là, ça marche avec git push. Mon code est arrivé, si je viens ici, il est arrivé ici sur mon repo Git. Et la manière dont on travaille, alors à nouveau, il y a plein de systèmes de branching, etc. Mais ce qu'on a fait par défaut sur Nubegen, c'est qu'en fait, vous devez créer des branches qui s'appellent env-quelque chose, et ça vous crée des environnements. Donc, par exemple, ici, si je crée une nouvelle branche que j'appelle env-devops, je crée ma branche. Et à la création de la branche, il y a une action qui va s'exécuter, etc. On va regarder ça juste après. Je le lance exprès parce que ça va prendre 5 minutes. On va d'abord regarder ce qu'on a pris et ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a généré un certain nombre de fichiers dans un répertoire ici qui s'appelle Terraform. Et on voit que ces fichiers, alors ils correspondent évidemment à la présentation de Christopher. Hein. On a des variables, des outputs, etc. Et surtout, on a des modules. C'est cette partie qui est le plus compliquée. Si je prends mon module App Service, alors ça correspond aux options que j'ai prises tout à l'heure, bien sûr. Hein. Si je vais dans App Service, on voit que j'ai un module qui... Les premières choses qu'on voit, c'est qu'on a un truc qui s'appelle CAF. C'est le Azure Cloud Adoption Framework. C'est notre standard pour nommer les ressources. En fait, il y a un provider Terraform pour ça qu'on utilise. Donc là, moi, j'allais dire en tant que développeur Java, je n'ai aucune idée de ce que c'est que cette chose-là, de base. Simplement, ce qui est sympa pour moi ici, c'est que je l'utilise. Il va renommer ma ressource. Alors, je l'avais appelé, je ne sais plus comment, DevOps quelque chose. Il a renommé autrement. On va aller voir sur le portail après ce qu'il a fait. Mais il m'a fait des noms corrects pour tous mes différents services qui correspondent aux standards de nommage de Microsoft. À nouveau, tout est fait pour vous, mais si vous n'aimez pas, ça reste que du Terraform. Vous changez, vous refaites git push et ça va revenir. Enfin, ça va être différent. Peut-être un meilleur exemple, c'est, on a aussi tout à l'heure parlé de stratégie de tagging. On vous génère des tags par défaut. Donc on voit que j'ai un tag qui me donne mon environnement et un tag qui me donne le nom de l'application. Peut-être que j'en ferai un troisième. Là, vous doutez bien, j'en rajoute un à la main, je commit et puis je reste nouveau tag. Donc on a quelque chose qui suit toutes les pratiques qu'on a vues tout à l'heure. Tout est automatisé pour vous, mais en même temps, si la moindre chose que vous voulez modifier, c'est très simple, il suffit d'éditer. Et ça, les tags, c'est un exemple parmi d'autres de choses qu'on ne va pas faire au début, notamment si on est développeur. Déjà parce qu'il faut savoir que ça existe, etc. Parce qu'on ne voit pas forcément l'intérêt quand on est au début. Mais quand on est dans un projet plus avancé, en fait, les taggings, ça va être extrêmement important pour le monitoring, pour faire du FinOps, pour savoir combien nous coûtent tous nos environnements de dev, par exemple. Les tags, c'est tout simplement un dictionnaire de clés-valeurs dans lequel on va mettre qui est l'environnement, quel est le responsable de sécurité de cette ressource-là. Donc si on a un central de sécurité dans notre organisation, si on est dans des grosses organisations, quand il y a une faille de sécurité qui est détectée ou un bug bounty qui nous reporte un problème, quel est le contact de la personne de sécurité pour cette ressource? Donc c'est peut-être pas le service central de sécurité IT qui a les mains dessus. En fait, ça sert à énormément de choses, sauf qu'on ne le fait pas au début parce qu'on ne sait pas que ça existe, on ne voit pas la valeur, etc. Et donc, c'est le genre d'option qu'on va mettre par défaut. On sait que vous en aurez besoin dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et sans que vous le sachiez, ça a déjà été fait pour vous, avec des choses minimales. Après, chaque entreprise peut avoir des tags qui lui sont particuliers ou des noms qui sont particuliers, mais on a mis une base déjà en place pour vous. Et alors pour continuer, on a pris, par rapport à ce que tu avais dit déjà tout à l'heure, on a pris un certain nombre d'options pour vous, alors qui ne sont pas, j'allais dire extraordinaires, mais simplement, on a choisi pour vous des choses qui étaient des défauts logiques. Par exemple, ici, vous voyez, je fais du Linux. Par défaut, on est Microsoft, ça va être sous Windows. Si vous faites du Java, déployer sous Linux, c'est moins cher et c'est plus rapide. Moi, je vous le conseille. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais ici, on l'a choisi pour vous. Évidemment, si ça ne vous va pas, vous pouvez toujours le changer. Donc ici, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites pour nous. On voit que j'ai un certain nombre de modules et qui vont fonctionner ensemble. Donc j'ai App Service, j'ai un PostgreSQL, j'ai un Key Vault pour la sécurité et j'ai Application Set pour le monitoring. Tout ça, c'est sympathique. Simplement, vous avez vu, quand je fais un git push, il faut appliquer tout ça. Et ça, c'est la deuxième chose qu'on a créée ici. On a créé une GitHub Actions. Là, vous vous souvenez, j'ai forqué un projet Gipster. Alors, Gipster vient avec des bonnes pratiques. Donc, Gipster a un workflow de test. Ça, c'est Gipster qui l'a fait, c'est super. Là, nous, on en a créé un deuxième à côté, qu'on a appelé GitOps, qui va appliquer ce qu'on a fait là. Alors, c'est des actions GitHub, mais ce n'est pas des actions GitHub simples, c'est des composites actions GitHub. En fait, on a préparé un lot d'actions composites déjà faites
que vous pouvez réutiliser. Même chose, si ça ne vous convient pas, vous pouvez toujours éditer et changer. Par contre, par défaut, on a tout prévu pour vous. Alors, je prends la plus évidente, pour un javaïste en tout cas. Là, je vais builder un projet Java avec Maven. On a une composite d'action qui le fait. On a un certain nombre de paramètres qu'on peut changer, et puis sinon, on peut évidemment la copier-coller et la modifier. Mais là, en tant que développeur, en tant que personne qui configure mon CI/CD, j'ai quelque chose d'extrêmement simple qui m'est poussé et qui va faire, on voit, j'ai 3 jobs. J'en ai 2 en parallèle, j'en ai un qui m'applique la configuration Terraform, donc ça va créer mon infra par rapport à ce qu'on a défini tout à l'heure. Et j'ai une deuxième action en parallèle qui build mon projet Java. Ça tombe bien, c'est un projet Java. C'est à peu près le seul truc spécifique à Java d'ailleurs qu'on a là. Et une fois que ces 2 choses sont faites, la troisième chose que je fais, je vais tout déployer. Et en espérant que tout se passe bien, on aura mon appli en prod. Vous avez vu, j'ai juste tiré une branche pour l'avoir. Remarquez, on peut refaire 2-3 démos là-dessus déjà. Enfin, on peut déjà préparer ce qui va se passer. Hein. Si je veux d'autres branches, je peux très bien faire... tiens, je fais ici, je fais env... prod. Env prod, tiens, ça, on n'a pas fait env prod. Tiens, create new branch. Et puis, ma branche, il faut que je la push. Je vais revenir en ligne de commande. Je ne sais vraiment pas... Ah si, comme ça, tu peux... Oh, donc je vois que monsieur est un adepte de l'UI. Ouais, je fais les deux. Oh. Je suppose que ça a marché. Ouais, non, ça n'a pas besoin. Sinon, on va regarder, sinon je le ferai en ligne de commande. Hein. On va le voir là. Hein. Donc là, on l'a pas vu, mais on a juste créé une branche avec env-quelque chose, et on a créé un nouvel environnement avec tout le code d'infra as code qu'on a créé adapté. On déploie cet environnement sur Azure, on build le code sur cette branche-là, on déploie le code. Et alors, on a créé une branche et on a tout le pipeline de CI/CD et d'infra as code qui déploie un nouvel environnement entier, qui le configure automatiquement et qui déploie notre code dedans. Et comme tu as dit tout à l'heure, on n'a pas vu le portail, heureusement. Enfin, il est très joli, mais il faut l'apprivoiser. Voilà. On n'a pas fait de CLI, parce que pareil, la CLI, c'est bien quand vous faites tourner votre code une fois, mais après, c'est assez embêtant. On va voir, j'ai plusieurs actions. Alors oui, vous voyez que je triche, j'ai prévu un backup si jamais ça déconne. Tout à l'heure, j'ai fait tourner un premier coup quand même pour être sûr, hein, pas d'effet démo. Et là, on voit que j'ai mes 2 déploiements qui tournent. J'ai mon déploiement DevOps, c'était celui que j'ai fait il y a combien de temps, 6 minutes. Et j'ai mon deuxième déploiement, le prod, qu'on vient de faire à l'instant. Alors, l'ensemble, généralement, prend entre 5 et 10 minutes. Donc là, la première fois. Normalement, on est dans le timing. Alors, la première fois, il se passe 2 choses. J'ai 2 jobs en parallèle. J'ai un qui fait l'infra, donc lui, forcément, il prend du temps parce qu'il me crée app service, PostgreSQL, Key Vault, etc. Généralement, ça prend 6-7 minutes. Là, on est dans avec un peu de chance, il va bientôt se terminer. Ça dépend des charges chez Azure, ça dépend de plein de choses. C'est que la première fois. La deuxième fois, c'est plus rapide. Hein. Si vous changez rien, si vous changez un tag, il va aller très très vite. Il va prendre 10 secondes. Le deuxième job, lui, build mon Java. Pareil, il est plus rapide les fois d'après parce qu'il y a un cache. Mais il va quand même passer du temps parce qu'il a typiquement dans les tests unitaires, des tests d'intégration, ça prend forcément du temps. Une fois que ces 2-là sont faits, on voit qu'après ça déploie. Et mon appli va être déployée. Le temps qu'elle déploie, je propose d'aller voir le portail. Alors, on n'arrête pas de dire qu'il ne faut pas aller le voir, mais nous, là, ça va comme nous intéresser, parce que là, on a un petit truc vert, vous me dites, c'est sympa, les trucs verts, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Je propose d'aller voir dans le portail ce qui s'est créé pour de vrai, vu qu'il a fini de créer. Et après, on va voir si l'appli s'est déployée. Et alors, c'était le ressource DevOps. Alors, on voit déjà, je l'avais appelé mon projet DevOps avec des chiffres. On voit que mon ressource groupe s'appelle RG- et ensuite tirer le nom de l'environnement. On voit qu'il y a effectivement Cloud Adoption Framework qui est passé. Il m'a mis des nommages. Et on voit pareil toutes mes ressources. App Service, ça s'appelle App. Application Insight, c'est APPI. Alors, ça ne s'invente pas, hein, c'est documenté, mais si vous... Ah, pardon, je vais rezoomer. Merci. J'ai quelqu'un de sympathique qui me fait des signes. Et ça... Alors, attendez, j'espère que ça a bien marché, parce que des fois, quand on zoome trop sur le portail, non, c'est très bien. Donc là, on voit qu'il y a des noms à connaître, et en plus, il y a des limites dans les noms. Donc, grâce à Cloud Adoption Framework, c'est fait pour moi. Ça, c'est cool. Puis si on regarde les tags un peu plus haut. Ah, pardon, oui, c'est vrai. Alors, il y avait tag global, mais il y en a là aussi. Je voulais montrer le tag du TF State, si tu fais mort. Ah oui, parce que là, du coup, il n'y a plus la place. Là aussi, autre chose qu'on a configuré pour vous, pour ceux qui ne connaissent pas Terraform. Terraform, il a besoin de connaître l'état de votre souscription cloud. Quelles sont les ressources qui sont déployées? Et il compare ça avec ce que vous demandez dans les fichiers Terraform. Et il fait un différentiel pour savoir quelles sont les actions qu'il a à réaliser. Quand on exécute Terraform sur un environnement de CI/CD, on ne peut pas stocker en local. Parce que l'agent qui exécute notre build aujourd'hui, ça ne sera pas celui qui exécutera notre build dans 10 minutes.
Et donc du coup, c'est pas le même système de fichiers, donc tout est perdu. Donc pour ça, il faut utiliser un remote state dans Terraform, c'est-à-dire conserver cet état dans une espèce de base de données distante. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a fait automatiquement pour vous. On a créé un compte de stockage sur Azure, on a configuré le provider Terraform State dans les fichiers Terraform, on a connecté tout ça, et on vous informe via des tags que cette ressource, elle a été déployée par Terraform, et que le TF state qui correspond à ce déploiement-là est stocké dans le storage account qui est ici. Donc vous voyez, c'est le genre de choses, si on met vraiment les mains dans le cambouis, on a besoin de savoir ça. Par contre, si on veut juste déployer notre appli, on n'y a pas touché et pourtant tout ça, ça a été configuré pour nous. Et je vais juste cliquer un petit peu sur mon app service. Je peux montrer un petit peu ce qui a été fait pour moi. On voit que dans ma configuration d'app service, j'ai un certain nombre de variables d'environnement qui ont été configurées pour moi qui correspondent au choix qu'on a fait. Alors, je prends l'application Insight, donc c'est le monitoring. J'ai ma clé de monitoring qui est là, ça c'est cool. Par contre, en plus, ce qui est, je trouve plus sympathique, là j'avais choisi Spring, donc j'ai des variables d'environnement spécifiques Spring qui ont été créées. C'est pour ça que ma data source elle va être automatiquement configurée, parce que j'ai configuré les variables avec le bon nom. Et quand on regarde, la valeur n'est pas disponible, c'est une référence KeyVault, c'est parce que KeyVault a été configuré à côté correctement, et du coup, mon secret va être dans KeyVault, et si je vais le lire, d'ailleurs, je n'ai pas le droit de le lire, parce que je n'ai pas les droits. Enfin, après, à moi de me les donner si j'avais envie, si je n'étais pas quelqu'un qui respecte les bonnes pratiques. Mais là, l'idée, c'est que voilà, j'ai un mot de passe qui est géré proprement pour moi. Je vois qu'il nous reste 4 minutes. On va aller voir. Alors, il nous dit que le déploiement est correct. On va prier. On va aller voir les logs. On va aller voir les logs. Oui. Ah oui, alors ça fait partie des choses en output. Donc, ce que tu parlais, ce que tu disais tout à l'heure, on essaye d'avoir des outputs à peu près corrects. Dans les outputs, on donne les logs et l'URL de l'appli. Et quand je clique, elle n'est pas encore déployée. L'effet démo. Non, en fait, c'est déployé, on a le retour d'Azure, et il faut un petit peu de temps pour que l'application démarre. J'ai pris un gros serveur, ça ne va pas traîner. C'est le temps que l'application démarre, mette à jour la base. Ça prend, je ne sais pas, 10, 20, 30 secondes. Et je ne sais pas où on en est là. On va recliquer peut-être à la fin. Ouais. De toute manière, là, ça a marché. Hein. Vous, vous doutez bien, quand j'ai tout qui est créé comme ça, il n'y a pas de gros risque. Alors, pour la petite j'allais dire info sur Azure, ouais, généralement, premier démarrage, ça peut prendre un peu de temps. Le temps qu'il vous met toutes les ressources d'équerre. Après, les redéploiements, c'est super rapide. Moi, je ne fais plus que ça. Derrière, ça dépote, en fait. Oui, attendez, une chose que je n'ai pas montrée. Vous vous souvenez, on avait lancé 2 déploiements. J'ai aussi le déploiement de prod. Quand on clique à côté, vous voyez, j'ai le même ressource groupe qui, au lieu de soit -devops, c'est -prod. Et là, c'est le même qui est en train de se déployer. Alors lui, je ne sais pas où il en est. Mais pareil, on voit que là, j'ai créé un deuxième environnement de prod et qui fonctionne, etc. Et moi, ça m'a coûté créer une branche. C'est ça. C'est aussi un intérêt pour vos finances, parce que tu as parlé argent plusieurs fois. Alors, plusieurs choses. Déjà, on voit que mes environnements, ils sont éphémères. Je les crée, je les détruis très très vite. Ah oui, alors, même sans passer par Terraform, je vais le détruire, je fais des lettres ressources groupe, tout est détruit. Donc, ça me coûte très peu de créer et de détruire, ce qui m'encourage à avoir des environnements qui durent très peu de temps. Et là, comme sur Azure, vous payez à la consommation, ça va me coûter, je ne sais pas combien, ça va coûter 3 centimes, ça. Donc, en tant qu'utilisateur, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ah oui, je vois qu'il me reste 2 minutes. Attendez, on va voir comme si ça s'est déployé. J'aime prendre des risques. Oui, on est en prod. Formidable. On est en prod et donc là, quand même, on a déployé une application avec un front, Angular, un back, une base de données Postgre, de l'infra as code, du GitOps. Et en temps effectif, si on enlève notre blabla, on a mis 2 minutes. Et ça marche aussi bien si vous faites, on a le support de .NET, de Node.js, de Docker. Donc au pire, de toute manière, vous mettez ça dans Docker. Dans Docker, il y a une petite particularité, il vous faudra un registre de service. Donc ça, on va dire que ça, on le crée pour vous. On le crée pour vous. Donc en fait, la seule chose, c'est que c'est légèrement plus long de faire l'ensemble, parce qu'il faut faire le registre de service en plus. On peut, mais bon, grosso modo, c'est la même chose. Voilà, il nous reste moins d'1 minute. Ah oui, il faut à tout prix que je vous donne cette slide. Si PowerPoint ne me fait pas tout cracher à nouveau. Donc vous pouvez retrouver les slides, les différents liens de Nubgen, de toutes les recommandations, enfin d'une partie des recommandations Microsoft et nos contacts. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous pinguer sur Twitter. En plus de venir nous pinguer en live, ici on sera sur DevOps ID jusqu'à la fin de la journée. N'hésitez pas aussi à aller voir le repo GitHub, à nous mettre une star si vous trouvez que c'est un truc intéressant, à nous ouvrir des issues. Avec Julien, on passe du temps sur ce projet pour rajouter de nouvelles options, rajouter de nouveaux services, etc. Donc on est intéressé à savoir ce qui vous manquerait.
dans l'outil ou s'il y a des choses qui seraient à modifier par rapport aux opinions qu'on a implémentées par défaut. Oui, surtout, oui, c'est complètement open source. Enfin, c'est sur le GitHub de Microsoft, mais c'est complètement open source, c'est complètement gratuit. Donc, on est ravis d'avoir des gens qui contribuent ou qui commentent. Voilà, toutes les opinions sont les bienvenues, bien sûr. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. S'il y a quelques questions, on peut les prendre. Et sinon, comme je vous ai dit, on est là toute la journée. N'hésitez pas à nous pinguer sur Twitter pour qu'on se retrouve à un café, à un thé, à un verre d'eau pour discuter. Bonne fin de journée. Un déploiement successful.